Dis-moi, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Pauline. Je voudrais parler de la Normandie. La Normandie est située sur la côte nord-ouest de la France, face à la Manche, et elle ressemble à deux régions, la basse Normandie, contenant le département Calvados, Manche et Orne, et la haute Normandie, Eure et Seine-Maritime. La Normandie ressemble à infinité de paysages, avec d'un côté la mer et ses 600 kilomètres de côte. Ces faisaient majestueuses, ces immenses plages de sable fin, ces célèbres stations balnéaires. Mais la Normandie, c'est aussi une région verdoyante composée de campagnes avec des forêts, de maniales épanouies, des verges, des pommiers, des prairies à perte de vue, de nombreux parcs et jardins. Diapo suivant, s'il vous plaît. La Normandie est une région riche d'histoire et de traditions, et tout au long de votre route, vous découvrirez de belles architectures, des manoirs, des châteaux raffinés, des maisons en colombage, des tapisseries de Bayeux, de nombreuses ruines. Diapo suivant, s'il vous plaît. De nombreuses abbayes, dont celle du Mont Saint-Michel, des cimetières militaires, des musées, des monuments, mais aussi le célèbre plage de débarquement. Merci de votre attention. Diapo suivant, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Olga. Je voudrais vous parler d'un grand peintre, Claude Monet. Diapo suivant, s'il vous plaît. Peintre de la couleur et du plein air, Claude Monet est connu pour avoir été le chef de file de l'école impressionnisme. Diapo suivant, s'il vous plaît. Malgré sa naissance à Paris, Claude Monet est dans le panthéon des plus grandes personnalités normandes. C'est au Havre qu'il trouve sa vocation. C'est sur les bords de la Seine ou de la Manche qu'il peint ses plus beaux tableaux. C'est dans sa propriété Urvoise de Giverny et qu'il vit le plus longtemps. Diapo, s'il vous plaît. À 19 ans, Claude annonce à son père qu'il veut devenir peintre et partir pour Paris. Monet et ses amis peintres fondent en 1874 une société d'artistes et Monet présente lors d'une exposition impression. C'est les tableaux considérés comme le manifeste d'un style nouveau, l'impressionnisme. Diapo suivant, s'il vous plaît. En 1883, Claude Monet s'installe de nouveau en Normandie. Il ne retourne pas au Havre, sa ville de jeunesse, mais loue une maison, le village de Giverny. Assurément, c'est un coup de cœur. Son magnifique jardin qu'il modèle suivant son goût deviennent sa principale source d'inspiration. Le motif du bassin au nymphéen est à l'origine de sa dernière rencontre, le cycle des nymphéens. Diapo suivant, s'il vous plaît. Bien qu'amoureux de Giverny, Monet voyage beaucoup en France et à l'étranger. Mais la Normandie reste toutefois sa destination principale. Outre Giverny et sa région, quels sont les lieux normands que Monet choisit comme motif? Le peintre apprécie surtout la côte et ses stations touristiques. Dieppe, Pourville, Saint-André, Trouville et Honfleur. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Ces villes normandes de l'intérieur ne l'intéressent pas. Une exception tout de même, Rouen, où il peint la série des cathédrales. Il peint la cathédrale de Rouen en plein soleil, au crépuscule ou noyé dans le brouillard. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une importante série de tableaux consacrés au thème des meules de Neveu blanche dans l'univers de la campagne normande. Monet peint de simples meules en été ou couvertes de neige. Les conséquences des changements atmosphériques sur le paysage le fascinent. Pour bien saisir ces évolutions au cours d'une journée, Monet va jusqu'à casteller plusieurs chevaliers côte à côte et à passer d'une toile à l'autre dès que l'atmosphère change. Il peut donc se retrouver avec une dizaine de peintures en cours sur le même sujet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce souci de capter des atmosphères chargeantes provoque parfois chez Monet découragement, voire colère. Parfois, la pluie empêche Monet de peindre et l'oblige est resté plusieurs jours à l'hôtel. D'autres imprévus peuvent se produire. Un jour, il commence à peindre les bateaux terretins. Remané sur la plage de Galets, mais le lendemain, il découvre que les pêcheurs ont rentré les embarcations à cause de la tempête. Résultat, Monet doit casser cette toile ou les jeter. Diapo suivante, s'il vous plaît. 4 musées normands conservant quelques-unes de ces toiles. Le musée municipal de Vernon, le musée de Beaux-Arts de Royan, le musée de Beaux-Arts André Malraux au Havre et le musée Jean Boudin au Honfleur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mais la Normandie conserve surtout la principale demeure de Monet, la propriété de Giverny. C'est un endroit délicieux où on peut se promener au bord de l'étange au Nifian, sur l'allée des Roses et des Capucines. S'arrêter sous l'ombre des sols et imaginer de rendre pâtre installer son chevalet. Merci de votre attention. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est encore moi. Je voudrais parler de Normandie-Néman, une amitié née sous le ciel de la guerre. Le régiment aérien Normandie-Néman était la seule partie militaire d'un autre pays qui a combattu sur le territoire de l'URSS pendant la Grande Guerre patriotique. Les Britanniques et les Américains n'envoyaient en Union soviétique que du matériel, de la nourriture et du carburant. La France occupée ne pouvait rien donner de cela. En 1942, le général Charles de Gaulle a offert une aide aux dirigeants soviétiques sous la forme d'un escadron de pilotes français. Diapo suivante, s'il vous plaît.
L'escadron a été formé le 4 décembre 1942 dans la ville de Vanovo. À la demande du personnel de la nouvelle unité militaire, le nom Normandie a été attribué en l'honneur de la province française la plus touchée par l'occupation allemande. Ainsi, ils ont montré leur différence avec le régiment aérien de Vichy qui n'avait que de noms numérotés. C'est ainsi qu'est né l'escadron de chasse français, transformé plus tard en régiment dont la gloire de combat a fait le tour du monde. Le 5 avril 1943, l'escadron a commencé les opérations de combat. L'escadron a également adopté les armoiries de la province de Normandie. Un bouclier de couleur rouge avec 2 lions dorés. Diapo suivant, s'il vous plaît. Si les pilotes de l'escadron étaient français, les mécaniciens étaient des hommes russes. Les relations qui se sont établies entre les mécaniciens et les pilotes étaient chaleureuses. Un vétéran russe explique: c'était des gens comme nous, mais plus optimistes. Ils savaient que l'on ne mangeait pas comme eux et que nos conditions de travail étaient pénibles. En hiver, on se réveillait régulièrement la nuit pour réchauffer le moteur, sinon le gras gelé. Ils nous faisaient alors de petits cadeaux, nous apportaient des cigarettes, des biscuits. Ils étaient venus avec leurs mécaniciens, mais ces derniers n'ont pas pu s'adapter au froid. Diapo suivant, s'il vous plaît. L'histoire du groupe est devenue extrêmement populaire en URSS. Le premier film où les pilotes de l'escadron figuraient en vedette est sorti dans la salle de 1946. Il s'agissait de la comédie Une entreprise complexe, où jouait le futur célèbre metteur en scène soviétique Yuri Lubimov. Plus connu de téléspectateurs russes, le film Normandie-Néman tourné en 1960. C'était une coproduction soviétique et française. Autour de cette époque, le célèbre chanteur et acteur soviétique Marc Pernès a interprété la chanson souvenir de l'escadrille Normandie-Néman. Diapo suivant, s'il vous plaît. Aussi, en Russie et en Biélorussie et en France, il y a beaucoup de monuments commémoratifs consacrés à la Normandie-Néman. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et diapo suivant, s'il vous plaît. Et diapo. On voit donc tous les monuments en présence, inaugurés en présence de deux présidents, n'est-ce pas, Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy, qui étaient... Dans un petit square de Moscou, il y a un monument. Parmi les fleurs fanées, regardant par les fenêtres de nouvelles maisons à plusieurs étages, deux figures de bronze, deux aviateurs, l'un russe et l'autre français, marchent. Non loin de la place se trouve le cimetière Vedensky. Le pilote français Bruno de Faltin et le mécanicien aéronautique soviétique Sergei Astakov y sont enterrés. Ici se trouvent les cendres d'un pilote français inconnu dont le restes n'ont été retrouvés qu'en 1964 près d'Orlova. Le mémorial a été inauguré en 2007 en présence des présidents de deux pays, Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy. Diapo suivant, s'il vous plaît. En 2016, le thème principal du festival annuel de l'aviation était le légendaire escadron Normandie-Néman. 3 avions Yak-3 avec le symbole des pilotes français et 2 avions entièrement équipés Yak-11 ont surpris le spectateur. Les avions historiques voilaient des aviateurs français vêtus de l'uniforme de l'escadron avec le signe distinctif des pilotes héros de la guerre qui existaient réellement. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Alana. Je voudrais parler de l'histoire du Mont Saint-Michel en m'adressant à l'Antiquité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ainsi, il existe une hypothèse selon laquelle le mont est durant l'Antiquité un lieu de culte druidique. Il s'agit de druides, des Abrancates, un peuple gaulois armoricain. Ils habitent les vallées autour de la baie du Mont Saint-Michel
et leur territoire correspondait au sud de l'actuel département de la Manche. Et cette hypothèse de culte druidique ne repose que sur des inductions. Avant de parler de ce moment dans l'histoire du Mont Saint-Michel, on répond à la question « Qui sont les druides ?» Difficile de répondre à cette question parce qu'ils eux-mêmes se sont appliqués à ne laisser que peu de traces. Leur existence n'est en tout cas attestée historiquement qu'en Gaule et non dans l'ensemble du monde celte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Médecin, chirurgien, mathématicien, garant de la tradition orale, responsable des sacrifices, professeur, les druides assumaient de nombreuses fonctions chez les Celtes. Gardien de la religion, il connaissait l'emplacement des sources supposées magiques ou les secrets de la survivance de l'âme. Outre la religion et l'éducation, les druides ont eu aussi un rôle important dans l'organisation du monde celte, prenant des responsabilités politiques et judiciaires. Ils étaient intelligents, sages, gentils et bons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Selon le prêtre et l'historien français du XVIIIe siècle, Gilles de Ric, le rocher était un sanctuaire païen dédié au dieu gaulois du soleil, sous le nom de Mont Vel-Tumba-Beleni. Le mont tombé, nom originaire du Mont Saint-Michel, a pu être appelé ainsi parce qu'il émergeait des sablés, à la manière d'un tombeau. Ce ne sont que des hypothèses, mais qui sont dignes d'attention. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'ailleurs, ainsi que les druides ont fini par s'attendre, mais pourquoi? La Gaule vaincue, les druides sont devenus une menace potentielle pour les Romains, qui craignaient leur influence et leur pouvoir fédérateur, au point qu'ils ont fait interdire le druidisme aux citoyens romains. Pour les Romains, eux aussi auraient continué ces rituels dédiés au soleil couchant. Il existe même une légende éblouissante selon laquelle c'est sur la montagne que Jules César est secrètement enterré dans un cercueil doré et un sandal doré. Voilà une histoire énigmatique de Mont Saint-Michel durant la période antique. Merci de votre attention. Très bien. La beauté du château Mont Saint-Michel, de ce joyau de l'architecture, fait naître de nombreuses légendes. Guy de Maupassant, originaire de la Normandie, raconte dans sa nouvelle une de ces légendes. Pareil au peintre impressionniste, il contemple le château aux heures différentes de la journée, l'admire sous la lumière changeante de la nature. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà ces paroles admiratives. Ce château de fées, planté à la mer, je l'avais vu sous le ciel brumeux, je le revis au soleil couchant. L'immensité des sables était rouge, seul l'abbaye, loin de la terre, comme un manoir fantastique, stupéfiante comme un palais de rêve. Étrange et belle, restait presque noire dans les pourpres du jour mourant. Le lendemain dès l'aube, l'œil tendu sur ce bijou monstrueux, grand comme une montagne, ciselé comme une camée, vaporeux comme une mousseline. Plus je m'approchais, plus je me sentais soulevé d'admiration, car rien au monde n'est plus étonnant et plus parfait. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et j'étais surpris, comme si j'avais découvert l'habitation d'un dieu, levant mes yeux émerveillés sur ces clochetons,
qui semble diffuser partie vers le ciel. Et surtout, cet émerveillement incroyable de tourelles, de gargouilles, d'ornements, feux d'artifice de pierre, chef-d'œuvre d'architecture colossale et délicate. Diapo suivante, s'il vous plaît. Saint Michel, protecteur du pays, l'ange radieux, le porte-glaive, le héros du ciel, très au fond, le dominateur de Satan. Saint Michel veille sur la basse Normandie. On sait que Dieu fait l'homme à son image, mais certains disent que l'homme aussi fait Dieu à son image. C'est-à-dire que le peuple confère tous leurs défauts et toutes leurs qualités au saint protecteur de leur pays. Ainsi, le bas normand confère à Saint Michel son caractère rusé, sournois et chicanier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici comment il comprend la lutte du grand saint avec le diable. Pour se mettre à l'abri du démon, son voisin Saint Michel construisit lui-même, en pleine océan, cette habitation, une semblable résidence. Il entoura son domaine de sable mouvant. Le diable habita une chaumière sur la côte, mais il possédait les prairies baignées d'eau salée, les belles terres grasses où poussent les récoltes lourdes. C'est pourquoi Satan était riche et Saint Michel était pauvre. Diapo suivante. Saint Michel, rosé comme un vrai bas normand, dit au démon: je suis venu pour te proposer une bonne affaire. Diable candide répondit: ça me va. Tu me céderas toutes tes terres. Je me chargerai de tout le travail, du labourage, du fumage, des semences, et nous partagerons la récolte. Le diable paresseux accepta. Saint Michel demande au diable de choisir ce qu'il préfère, la partie des récoltes qui sera sur terre ou celle qui restera dans la terre. Je prends celle qui sera sur la terre. 6 mois après, on ne voyait que des carottes, des oignons, des navets, toutes les plantes dont les racines grasses sont bonnes et savoureuses. Satan du paix voulut rompre le contrat. Alors, Saint Michel propose cette fois de prendre tout ce qui se trouvera sous terre. Au printemps suivant, les terres étaient couvertes de blé, d'avoine, de pois, de choux, d'artichauts. Satan se fâcha, il reprit ces terres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ne pouvant plus duper Satan, Saint Michel l'invita à dîner. Satan aussi, gourmand que paresseux, accepta. On servit un vol au vent, une dinde blanche pleine de marrons confits, un gicot de présalé, de la bonne galette chaude. On but du cidre pur, mousseux et sucré, et de l'eau de vie. Le diable but mangea trop, tant et si bien qu'il se trouva gêné. Alors, Saint Michel le chasse et poursuit avec un bâton. « Devant moi, canaille !» Diapo suivante, s'il vous plaît. Satan éperdu s'enfuit et le sang le poursuivit. Il courait par les salles basses, galopait le long des corniches, sautait de gargouille en gargouille. Le pauvre démon se trouva sur la dernière terrasse, tout en haut, et le sang le lança comme une balle à travers l'espace, et il tomba dans le rocher. Il se releva boiteux, il regarde de loin le monde dressé comme un pic. Il comprit qu'il serait toujours vainqueur dans cette lutte inégale, et il quitta ce pays. Voilà comment Saint Michel, patron des Normands, vainquit le diable. Diapo suivante.
Cette légende découvre avec amour et humour non seulement le patrimoine culturel de la Normandie en chantant l'architecture gothique, les spécialités de la cuisine régionale très riche et savoureuse, mais aussi l'identité du peuple, ses croyances et ses valeurs spirituelles. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, je m'appelle Nadine et aujourd'hui je voudrais parler d'une attraction aussi intéressante que le Mont Saint-Michel. Vous avez envie de visiter le Mont Saint-Michel, voici les principaux lieux à ne pas manquer. Situé au confin de la Normandie, au sud-ouest du département de la Manche, le Mont Saint-Michel est construit sur un îlot rocheux entouré d'une magnifique baie. Érigé au milieu d'une plaine sablonneuse, le Mont Saint-Michel est une attraction touristique majeure. C'est le troisième site le plus visité de France, après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Chaque année, il reçoit plus de 3 millions de visiteurs du monde entier. Appelé aussi merveille de l'Occident, il est classé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Ces lieux merveilleux et uniques est une véritable invitation au voyage et à l'évasion. Et voilà l'abbaye, c'est la mer polaire et Roukchona va nous montrer comment c'est l'omelette. Et c'est vers la fin du Xe siècle que ce ceinture est transformée en abbaye bénédictine. Au fil des siècles, l'abbaye a évolué et s'est transformée en abbaye forteresse. Et au cours de la visite de l'abbaye, il y a plusieurs lieux d'intérêt à voir absolument. Et voilà la statue de Saint-Michel, représentant le combat de l'argent de l'archange Michel terrassant un dragon. Elle mesure plus de 4,5 mètres de hauteur, pèse plus de 500 kg et est perché à 156 mètres au-dessus de la mer. Voici le cloître. C'est le cloître du XIIIe siècle. Il possède de magnifiques arcades décorées. Une grande fenêtre sur la partie extérieure offre une vue imprenable sur la baie. Et voici la salle des chevaliers pour les moines pour copier les manuscrits. Et comme son nom l'indique, la salle des hôtes, c'est la salle de réception de l'abbaye. C'est Notre-Dame-sous-Terre, c'est une église abbatiale d'origine de l'abbaye, située dans la partie basse de l'abbaye et accessible uniquement au cours de visites guidées lors des journées du patrimoine, par exemple. Et voilà à droite, c'est une autre abbatiale, l'église abbatiale, à regard longue de 70 mètres. Et au plus haut, sous la voûte du chœur, sa hauteur est de 25 mètres. Et il y a encore 3 sites, le musée maritime, l'archéoscope et à la fin le musée historique. Merci à votre attention.